L'Afghanistan est un pays d'Asie centrale qui compte environ 32 millions d'habitants. La religion majoritaire y est l'islam sunnite et plusieurs ethnies composent la population, dont les Pashtuns, les Tadjiks ou les Hazaras. Le pays obtient son indépendance en 1919 et connaît depuis une grande instabilité politique. Puis, le coup d'État de 1973 renverse la monarchie pour instaurer un régime communiste, date que l'on peut voir comme le début du chaos, qui est toujours d'actualité en Afghanistan. Aujourd'hui, on estime qu'un tiers de l'économie du pays repose sur le trafic d'opium ou de ses dérivés, faisant de l'Afghanistan le premier producteur mondial de pavot et la plus importante narcoéconomie au monde. Mais comment le commerce de drogue et la guerre ont pu s'ancrer au point de devenir une part de la société afghane? En 1979, l'URSS lance l'invasion du pays afin de soutenir le régime communiste fragilisé par des dissensions internes. Cela provoquera un mouvement de révolte dans la population musulmane contre l'envahisseur marxiste, en poussant certains à former une guérilla soutenue par la CIA. Le chaos ambiant que peut générer une guerre fut un terrain fertile pour que la culture du pavot puisse se développer. Il est à noter que les soldats soviétiques étaient eux-mêmes consommateurs d'opium ou de hashish. De leur point de vue, ils se rendaient compte que leur combat se faisait contre le peuple afghan, ce qui est pour le moins peu compatible avec l'idéologie communiste. De ce fait et de bien d'autres, leur morale était très bas. De nombreux soldats russes changèrent même de camp pour rejoindre les moudjahidines afghans. L'armée gouvernementale, quant à elle, connut des taux de désertion monumentaux. Après plusieurs années de guerre civile ayant suivi le retrait des troupes soviétiques et la chute du régime communiste afghan, les talibans parvinrent à prendre le pouvoir en 1996. Ils tentèrent pendant un temps de se faire bien voir sur la scène internationale, en luttant efficacement contre la production de pavot, et ce qu'ils firent avec une grande efficacité. En 2001, la production de pavot a atteint un creux record de seulement 8000 hectares cultivés, pour plus de 80 000 l'année précédente, soit 10 fois moins. Plusieurs raisons peuvent être vues pour expliquer ce que cela leur fut possible. Pour commencer, le fait que le pays semblait enfin à peu près stabilisé après des années de guerre. À l'exception du commandant Massoud, qui se battait encore en se finançant grâce à la vente d'émeraudes et de lapis-lazuli dont il contrôlait les mines, il n'y avait plus de conflits de grande importance. Puis, étant un régime islamique dans un pays à 99% musulman et étant relativement autoritaire, il pouvait se sentir suffisamment légitime pour se permettre de lancer une opération d'une telle ampleur. D'autant plus que la doctrine coranique, avec l'interdiction de l'alcool, peut être interprétée comme hostile à des drogues telles que l'opium. Cependant, en 2001, tout bascula. L'attentat du World Trade Center signa la fin de toute entente possible. Les accusant à raison d'avoir soutenu Al-Qaïda, les États-Unis attaquent les talibans qu'ils avaient autrefois soutenus. À l'inverse du précédent, le gouvernement afghan actuel manque cruellement de légitimité. D'une part, car le système d'élection est faussé par le fait que les Afghans votent presque toujours pour les représentants de leur ethnie, puis du fait que ce régime a été mis en place par les États-Unis, qui n'ont pas très bonne cote dans la région. Pour les talibans, chassés du pouvoir et revenus à la guérilla, la culture de pavot, opportunément réhabilitée, est devenue la principale source de financement. Les chefs de tribus locaux sont, eux, devenus un problème majeur, outre le fait que leur fonctionnement fausse les élections. En effet, le pouvoir et l'indépendance dont ils disposent leur permettent de laisser les paysans cultiver le pavot, ce qui leur permet ensuite d'engranger des taxes et des dessous de table, la corruption étant déjà omniprésente. La situation actuelle est par certains points comparable à celle de l'invasion par l'URSS, mais les États-Unis et la Russie ont échangé leur rôle, avec une armée régulière démoralisée face à une guérilla moins bien armée mais plus motivée. Les militaires du régime en viennent parfois à vendre leurs armes de bonne qualité aux talibans par cupidité et par absence de conscience de soldats. On a également pu remarquer que récemment, l'EI a tenté de s'implanter en Afghanistan, en mettant en avant le fait qu'il n'utilisait pas le pavot pour se financer. Cependant, avec son actuel déclin lié à des défaites en Syrie et en Irak, et le fait que les talibans sont déjà fortement implantés, il est peu probable que cela ait des suites.
Plusieurs facteurs entrent en compte si on veut estimer l'avenir de l'Afghanistan. Premièrement, si les États-Unis décident d'envoyer plus de troupes ou de les retirer. Le gouvernement afghan ne survit que grâce aux subsides américains, sans lesquels il ne tiendrait pas longtemps. Et dans l'état actuel de la présidence des États-Unis, il est difficile de prévoir ce qui pourrait se décider. D'autre part, il est à peu près sûr que les talibans reçoivent un soutien financier de la Russie, et peut-être également du Pakistan, ainsi que de quelques mécènes des monarchies du Golfe, qui, selon leur importance, pourraient influencer la vitesse à laquelle les talibans prendront le pouvoir. Car la principale question est de déterminer combien de temps pourra encore durer la guerre, puisqu'il paraît peu probable que les talibans puissent perdre à terme. Le soutien populaire et financier d'autres pays dont ils disposent leur garantit presque certainement une victoire à long terme. Une fois au pouvoir, il est possible, voire probable, qu'ils tentent de nouveau de combattre la narco-économie. On peut s'attendre à ce qu'ils ne parviennent pas totalement à l'éliminer, notamment du fait des chefs de tribus qui en bénéficient. Mais ils pourraient au moins l'endiguer en partie. Une fois redevenu stable, l'Afghanistan deviendra a priori un simple pays pauvre d'Asie centrale, avec un régime islamique, et sera certainement soutenu par le Pakistan. De cette façon, le pays verra peut-être se terminer le règne de la guerre et de la narco-économie pour voir émerger celui d'un régime islamique. L'histoire ne finit jamais.